La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réussite spontanée. C'est le premier piège dans lequel je vois beaucoup de gens. C'est celui de l'enrichissement facile et rapide. Les gens pensent que pour devenir riche financièrement, ça va se faire rapidement et sans grande difficulté. C'est très faux. Devenir riche ou améliorer sa situation de vie, quel est le comportement adopté? Quel est le mode de vie qu'il faut pour un jeune qui aspire lui aussi à des grandes ambitions, à réaliser des choses puissantes pour sa progéniture? Qu'est-ce qu'il faut faire? La réussite demande à peu près les mêmes choses. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réussite spontanée. C'est le premier piège dans lequel je vois beaucoup de gens. C'est celui de l'enrichissement facile et rapide. Les gens pensent que pour devenir riche financièrement, ça va se faire rapidement et sans grande difficulté. C'est très faux. La richesse, c'est quelque chose qui se bâtit sur du long terme en réalité. La plupart des personnes que l'on voit aujourd'hui, qu'on admire, sont le résultat de 20, 30 ans de travail. Donc il faut que les jeunes comprennent que se lancer dans la course de l'entrepreneuriat et même de l'enrichissement, c'est une course de fond, pas une course de vitesse. Donc c'est un long game. À partir du moment où c'est un marathon, on ne se prépare pas pour faire un marathon comme on se prépare pour faire un sprint. C'est pour ça que quand tu regardes les sprinteurs, ils sont souvent musclés, alors que les marathoniens sont tout minces. Tout à fait. Parce que ce n'est pas la même préparation. Et pourtant, les deux sont des sportifs. Hein. Oui. Et donc, ceux qui disent qu'ils veulent aller donc dans les courses de fond, le long game, le long terme, ils doivent eux aussi comprendre que, en réalité, l'enrichissement est le résultat d'habitude. D'habitude avec l'argent. Parce que c'est de ça qu'il est question. Le fait cumuler. Comment je fais pour gagner de l'argent? Ça s'apprend. Comment je fais pour conserver l'argent et ne pas céder aux tentations de le dépenser n'importe comment? Et ensuite, comment je fais pour le multiplier? Quand on sait faire ces trois choses, petit à petit, même si on part de rien du tout, et qu'on commence avec un petit boulot qui nous rapporte 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 par mois, on va d'abord apprendre à conserver cet argent, ne pas le dépenser n'importe comment, parce qu'il y a beaucoup de tentations. Et une fois qu'on sait comment le conserver, l'étape d'après va être de le multiplier au travers d'investissements qui vont faire que le salaire que l'on a dans une entreprise ne va plus être notre seule source de revenus. On va commencer à avoir un autre petit revenu à côté qui va nous donner 10 000 francs, 20 000 francs par jour, après 30 000, 40 000, et ainsi de suite. Ça va aller progressivement. Et donc ça va être la capacité à pouvoir gagner et réinjecter. Gagner, réinjecter. Et on va se rendre compte que 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, on n'est plus avec les histoires de 100 000, 200 000, on est avec 1, 2 millions par mois. Et après, ce sera 10, 20 millions. Après, ce sera 100, 200 millions. Donc, c'est vraiment un process que l'on réitère au fur et à mesure que l'on grandit. Ce qu'on retient là, c'est qu'il faut d'abord gagner, trouver une source de revenus, le conserver et le multiplier. Pour ces 3 principales étapes, est-ce que vous pouvez nous dire quelques petites stratégies pour gagner d'abord, ensuite pour le conserver en bien le gérant et enfin comment faire pour le multiplier? Parce que c'est bien d'avoir ce schéma, mais de façon concrète, comment est-ce qu'on peut faire juste une petite stratégie pour chaque étape? Alors déjà, pour gagner, c'est pas très compliqué, il faut trouver du travail. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de trop rêver. Le pays, on va nous dire le pays est dur, trouver le travail, on fait comment vous trouvez le travail? Non, c'est faux. Si quelqu'un veut vraiment travailler dans nos pays, il va trouver du travail. Le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils pensent à travail, ils pensent à un emploi dans un bureau, le climatiseur. Là, ils peuvent porter la cravate et le costume. On a quand même un master, il faut quand même la climatisation. C'est ça. On a un master, on a un doctorat. C'est des bêtises, tout ça. Je veux dire, le diplôme n'est pas gage de compétence. Le diplôme n'est pas gage de compétence. Le diplôme n'est pas gage de compétence. Quand tu sors de l'école avec ton master, tu ne sais pas faire grand-chose. Et moi, l'une des choses que je ne comprends pas souvent, c'est quand quelqu'un te dit « Tu dois me payer telle somme parce que j'ai tel diplôme. » Mais ton diplôme ne me rapporte pas de l'argent dans mon entreprise. Rapporte-moi de l'argent et ensuite dis-moi que bon, comme je te rapporte telle somme, augmente-moi par rapport à ça. Et là, on est d'accord, on peut discuter. Mais tu ne peux pas venir sur la simple prétention que tu as un diplôme. Ça, c'est le système français, francophone. Le système anglo-saxon est totalement différent. Quelqu'un qui a un BEPC, quelqu'un qui n'a même pas fait d'études, peut gagner beaucoup plus que quelqu'un qui a un diplôme à cause de ce qu'il sait. C'est ça, le rendement. Donc la première chose que je veux dire aux gens, c'est trouvez-vous un boulot. Si vous trouvez un boulot dans un bureau, c'est parfait. Si vous n'en trouvez pas, il y a d'autres alternatives. Mais trouvez-vous une source de revenus. Il faut savoir que le travail vous permet de faire 2 choses. La première chose, et ça va être très important pour la suite, le travail vous permet d'avoir de l'argent que vous allez ensuite épargner. Mais le travail vous permet d'avoir une expérience. Et c'est cette expérience qui peut être utile après pour se mettre à son propre compte.
Parce que quand tu sors de l'école, tu n'as généralement pas une expérience qui te permet de te lancer à ton propre compte. Parce que tu ne sais rien faire, tu sais juste écrire dans les papiers. Répétez. Voilà, tu sais répéter ce que tu as appris à l'école et ce n'est pas suffisant pour vendre un produit sur le marché. Par contre, quand tu as fait une expérience de 1, 2, 3 ans, tu as compris comment fonctionnait un business, là, tu sais quelque chose. Donc moi, je dis aux jeunes, commencez par travailler pour quelqu'un, c'est un bon moyen d'apprendre. Ne soyez pas obsédés par l'idée de démarrer vous-même parce que vous allez faire beaucoup trop d'erreurs qui vont même finir par vous décourager. Prenez quelques temps, la vie ce n'est pas une course de vitesse une fois de plus, prenez quelques temps, même 1 an, 2 ans pour travailler auprès de quelqu'un chez qui vous allez apprendre. Quand on démarre, on n'est pas obsédé par l'argent. L'argent va venir et il va venir beaucoup si vous êtes bien formé. Donc prenez le temps d'abord de vous former en faisant un boulot quelque part. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que ce qui est le plus important, ce n'est même pas où tu travailles, c'est qui est ton boss. Ouais. Parce que c'est le boss qui va déterminer ton apprentissage et ta carrière. Si tu as un bon boss, en 1 an, tu peux savoir des choses que d'autres en 10 ans ne savent pas. Parce qu'il va te permettre réellement d'apprendre. Et donc, moi, c'est ça. C'est la première étape. C'est trouver un boulot quelque part. Voilà, il a une petite station, il parle. Quand tu as moins de 30 ans, voilà. Ce que tu dois faire. Donc, trouve un boulot où tu apprends. C'est vraiment de l'apprentissage. Si tu as 2 boulots là où ici, on te paye 200 000, 300 000, et l'autre, on te paye 100 000. Mais là où on te paye 100 000, tu apprends beaucoup plus. Va là où on te paye 100 000. Parce que l'apprentissage que tu vas avoir là, c'est lui qui va te permettre après de pouvoir faire des grandes choses. Celui qui a pris 300 000, il va même épargner. Mais quand il va falloir le réinvestir, il ne saura pas comment ça marche. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pour épargner, il faut bien comprendre ce que c'est que la capacité à pouvoir remettre à plus tard la satisfaction. Le problème, c'est que, et ça c'est le problème de beaucoup de jeunes, c'est qu'on veut tout de suite tout obtenir. C'est le problème, c'est le défaut d'Internet. C'est que sur Internet, voilà, c'est ce que j'appelle la génération micro-ondes. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes veulent gagner de l'argent tout de suite. Ils veulent vivre leur plus belle vie maintenant. Mais je vous rappelle que les gens que vous voyez sur Internet, qui vivent souvent de belles vies, généralement, c'est des gens qui ont 10, 15, 20 ans de carrière derrière eux. C'est un peu comme quand tu vois quelqu'un qui est à la salle de sport et il te montre 3-4 exercices, il a des abdos partout. Est-ce que ça veut dire que si tu fais les 3-4 exercices là, tu vas avoir ces abdos? Non, parce que ces abdos, c'est le résultat de 20 ans d'entraînement. Donc, il faut savoir toute proportion garder, comprendre que, ok, je vois quelqu'un qui a des résultats maintenant, mais en fait, derrière lui, c'est 10 ans, c'est 5 ans, c'est 7 ans, c'est 8 ans. Et donc, quand vous avez donc votre argent maintenant, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir vous poser la question de est-ce que telle dépense me permet d'atteindre mes objectifs ou pas dans la vie? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour avoir un petit téléphone et un temps pour avoir un iPhone. Si tu es à la période de ta vie là où tu dois avoir un petit téléphone, n'essaye pas d'avoir un iPhone. Parce que c'est le problème de beaucoup de jeunes. On veut paraître. On veut que la petite nous apprécie. On veut que les copines soient impressionnées. Et donc on fait des dépenses stupides pour des gens qui n'en ont rien à faire de nous, qui ne nous aiment même pas pour souvent, et qui, le jour où on est parti, ne se souviennent même pas qu'on était là. Donc, fondamentalement, vivez vos vies pour vous, pour vos objectifs et pour vos familles. Et puis, privez-vous. Tous ceux qui ont réussi vont vous dire qu'ils ont connu des phases où ils se privaient. Moi, j'ai eu des phases dans ma vie dans lesquelles je gagnais très bien ma vie, mais je vivais dans une petite chambre. Alors que je pouvais avoir un grand appartement ou une maison avec piscine. Je vivais dans une petite chambre parce que j'avais des objectifs. Et ça m'a permis pendant 5 ans d'épargner énormément d'argent. Énormément d'argent. Et donc, après, justement, cette phase de privation-là, j'ai donc commencé à lancer des petits business. Et au début, j'ai perdu de l'argent. Donc, d'où l'importance d'avoir un style de vie qui ne te coûte pas cher. Parce que si tu as un style de vie qui te coûte cher et que tu perds l'argent dans un business, tout de suite, tu es KO. Donc, tu recommences petit. Tu commences avec des petits business, tu mets des petites sommes. Tu vois ce que ça donne. Tu fais une erreur, mais quand tu fais une erreur avec 20 000 ou avec 50 000, c'est pas comme si tu as fait une erreur avec 2 millions. Donc, autant me faire des erreurs avec des petites sommes. Tu apprends de tes erreurs, tu t'améliores, tu augmentes le budget petit à petit. Et quand tu as compris comment ça marche, là maintenant tu peux mettre 1 million, 2 millions. Et tu peux même appeler les gens pour qu'ils viennent investir avec toi. Parce que tu as compris comment ça marche et tu peux prouver que tu as des résultats. Moi, c'est ces étapes-là que je propose aujourd'hui. Super. Il y a une étape à l'intérieur qui m'a beaucoup marqué. Le fait de vivre petitement, comme je dis souvent, en dessous de ce moins. Vous avez un conseil, quand j'avais écouté votre vidéo avec votre papa, il vous disait, lorsque vous finissez vos études, essayez de garder le rythme de vie au moins pendant 1 an. Vous êtes allé peut-être même à 2. Moi, j'avais fait 5. 5 par exemple. Parce que par exemple, ici à Libreville, le loyer, c'est une charge très élevée. Bon, j'essaie de suivre ce conseil. Ouais, j'essaie de suivre ce conseil en minimisant vraiment les charges loyer. Parce que ça nous
prend beaucoup d'argent. On essaie de vivre petitement pour avoir assez de marge pour investir dans les business. C'est vraiment une astuce que j'aimerais que vous utilisez chez vous. Essayez de vivre de manière réduite. Ça vous donne la lassitude de dégager beaucoup plus d'argent pour investir dans vos projets. Ça, c'est capital. Quand vous observez le continent, quels sont les business qu'on peut lancer? Parce que sur ma page, que ce soit Facebook, YouTube, on me pose toute la question, Valdez, dans quel business est-ce que je peux lancer? Vous, à ma place. C'est une mauvaise question. C'est une mauvaise question parce que, en réalité, moi j'aime souvent dire aux gens, en Afrique, tu peux lancer ce que tu veux. Parce que la plupart des secteurs sont encore disponibles. En réalité, c'est pas quel business je peux lancer, c'est avec tel moyen, qu'est-ce que je peux faire? Parce que tu peux lancer un business de construction de voitures, mais ça te demande des centaines de millions. Donc si je dis maintenant que lançons le business de construction de voitures, est-ce que vous allez vous lancer? Vous n'avez pas les centaines de millions. Donc c'est d'abord quel moyen tu as. Tu as 100 000, tu as 50 000, tu as 10 000. Si tu as encore des sommes comme 10 000, 20 000, 30 000, ce que je vais te conseiller, c'est de pouvoir augmenter ton épargne. Parce que parfois les gens sont pressés de se lancer alors qu'ils n'ont pas bien fait la partie épargne. Il faut bien faire la partie épargne. Quand vous avez bien l'épargne, parce qu'en fait, quand on veut lancer un business, moi je dis aux gens, ce que tu lances dans un business doit être maximum 25% de ton épargne. C'est-à-dire que si tu veux lancer un business de 1 million, il faut que tu aies au moins 4 millions. Comme ça, quand tu dépenses 1 million dans un business, tu peux dormir la nuit tranquillement. Mais si tu prends tes 4 millions que tu as épargné pendant 5 ans, tu viens tout mettre dans un business. La nuit, tu ne dors plus. Parce que tu commences à penser à ton argent, oui, mais et ça, c'est pas bon. Tu te mets en danger pour rien. Donc, la question, c'est plutôt quelle épargne tu as. Et en fonction de l'épargne que tu as, un truc qui marche bien ici, ce sont les petits commerces. Les commerces de nourriture marchent très bien. Que ce soit à Libreville, à Douala, à Abidjan, à Dakar, les commerces de nourriture marchent très bien. Tu trouves un petit local, tu trouves quelqu'un qui peut faire à manger, shawarma, poisson, poulet, porc, bref, tu trouves un endroit là où tu peux faire de la nourriture, un endroit qui est bien fréquenté, tu commences avec ça, tu gères bien, au bout de quelques mois, tu vas ouvrir un deuxième point, après un troisième, après un quatrième. Donc les business de nourriture, c'est des business qui marchent très bien, qui ont juste la difficulté de la gestion. Il faut être rigoureux dans la gestion. Si vous êtes rigoureux dans la gestion, vous allez multiplier les points de vente. Exact, c'est petite dédicace au bout du pays. Oui, vous n'êtes pas obligé d'arriver à ce niveau, parce que déjà, le goût du pays, c'est déjà moyen. Ouais. C'est pas un petit truc. Moi, je te parle de gens qui font des petits trucs. Tout à fait. Avant d'arriver à ce stade-là. Mais la nourriture, ça marche. D'accord. Ça, c'est vraiment important parce que ce soit en temps de guerre ou de quoi, ce sont les business qu'on aura toujours besoin. Ils ne font pas faillite. Les Africains aiment bien manger et boire. Enfin, l'ambiance. L'ambiance, exactement. On aime bien ça, justement. Vous êtes venu principalement pour nous partager les 10 techniques clés pour la vente. Parce que de tous les business que vous pouvez nous donner, si on ne sait pas vendre, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour nos téléspectateurs, pour la communauté, vous pouvez nous partager quelques stratégies de vente. Par exemple, là, il y a le livre, là. J'aimerais le vendre. Quelles sont les techniques? À qui je veux vendre? Comment est-ce que je fais pour m'adresser, pour vendre ce produit? Bon, déjà, il faut prendre la formation. Ce sera beaucoup plus complet. Mais de manière simple, basique et synthétique, quand vous voulez vendre un produit, il faut toujours vous mettre à la place de la personne qui veut l'acheter. C'est la première chose à faire. Mettez-vous à la place de la personne qui veut l'acheter. Et demandez-vous pourquoi il veut acheter ce produit. Quel est le problème que votre produit va aider cette personne à résoudre? Personne n'achète un produit parce que vous êtes beau, parce que vous êtes mignonne, parce que vous faites des belles photos sur Instagram. Les gens s'en foutent de ça. On va liker, on va commenter, mais on ne va pas vous donner d'argent pour ça. Par contre, quand vous sortez un produit, demandez-vous toujours ce livre-ci, le QCM de l'entrepreneur africain, il va aider qui? Est-ce que c'est les entrepreneurs seniors? Est-ce que c'est les débutants? Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà un business? C'est d'abord une question que l'entrepreneur doit se poser. Ça lui permet de définir son marché. Si par exemple, c'est un livre qui doit aider les personnes qui n'ont pas encore de business, qui se posent des questions et qui veulent se lancer, à ce moment-là, on va se poser la question de savoir quel est leur pouvoir d'achat. Des personnes qui n'ont pas encore de business, est-ce que je veux cibler des étudiants? Parce que tout ça c'est important. Un étudiant va te dire que 1000 francs pour acheter un livre, c'est peut-être déjà beaucoup. Alors que quelqu'un qui est salarié, 5000, ça va. Oui. Donc c'est très important de d'abord cibler son marché pour pouvoir avoir une bonne politique de prix. Une fois qu'on a une bonne politique de prix, qu'on a bien ciblé ce marché-là, maintenant il faut savoir donc trouver le moyen d'appâter les personnes. Parce qu'en fait, comme j'aime souvent le dire,
Les gens aiment acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende. Donc, le but quand vous avez un produit, c'est de trouver le moyen de rappeler aux gens leurs problèmes et de leur dire que vous avez une solution pour pouvoir régler ce problème-là. Si vous voulez vendre un produit de masse comme un livre, il vous faut effectivement des canaux de grande diffusion. Le problème, c'est que aller mettre une affiche dans Libreville pour montrer ce livre, ça va vous ruiner. Et c'est là qu'Internet est intéressant. C'est que vous pouvez faire ce que Valdez a fait. Vous créez un petit média dans lequel vous créez une communauté, vous entretenez cette communauté-là. Et quand votre premier produit est prêt, vous le leur vendez simplement. Puisqu'ils vous font déjà confiance, ils vous suivent. Et à ce moment-là, il faut trouver le moyen de répondre aux problèmes logistiques. Peut-être que tu as des clients au Congo. Est-ce que tu sais comment faire pour que ton livre arrive au Congo? Tu as des clients au Cameroun, tu as des clients à Libreville, ainsi de suite. Et à partir de là, vous allez vous rendre compte même que vous avez des clients, c'est vous qui ne savez pas comment les livrer. Parce qu'il y a d'autres problématiques qui finissent par se créer. Donc quand vous voulez vendre un truc, moi ce que je propose aux gens, surtout quand on n'a pas d'argent pour aller vers les médias et faire la publicité, c'est de créer une petite communauté autour de son produit et de commencer à proposer ce produit-là à cette communauté et de continuer de travailler pour que cette communauté grandisse. D'ici 1 an, il aura beaucoup plus de suiveurs qu'aujourd'hui. Et donc, ça fait beaucoup plus d'opportunités de vendre son livre. Magnifique, magnifique. C'est vraiment tout ce que j'ai mis à l'intérieur pour expliquer cela. Il faut créer une communauté, l'éduquer, l'entretenir et proposer un marché. C'est pour ça que j'ai mis en place les plateformes d'émission, les business, où je publie au quotidien toutes les stratégies pour se lancer au business dans notre environnement africain. Et au quotidien, lorsque quelqu'un veut le livre, il ne me pose plus la question, ton livre parle de quoi? Qui est Valdez? J'ai pris le temps de l'éduquer, j'ai pris le temps de lui montrer le peu de connaissances que je connaissais. Et du coup, juste avec mes publications, il sait déjà à peu près ce qu'il retrouvera dans le livre, le mindset que j'ai. Bon, quand il me contacte pour acheter mon livre, il sait qu'il aura du lourd à l'intérieur. Et c'est clairement ce qu'il faut faire. Il ne faut pas vendre comme la maman du Carrefour, elle vend et elle espère que dans 1 mois, 2 mois, vous allez revenir. Non. On a vu les stratégies, comment est-ce qu'on vend. Comment créer d'un visiteur à un prospect, d'un prospect à un client, d'un client à un client fidèle, et d'un client fidèle à un ambassadeur pour pouvoir vendre beaucoup plus loin. Parce que l'une des différences qu'on a entre le businessman et un entrepreneur, c'est que le businessman, lui, il est saisonnier, il vient, qu'est-ce qui marche aujourd'hui, il vend, après, il change de Carrefour. Pour l'entrepreneur, il est visionnaire. Il prend le temps de construire pas à pas, parce que c'est qu'il va vendre au 87% de plus que les 3% que font les businessmen uniquement. Bon, c'est un peu cette stratégie que nous avons pris grâce aux expériences des aînés comme Philippe, de tous les autres qu'on connaît, qu'on a condensé dans ce livre pour pouvoir véhiculer un message différent de ce qu'on a toujours reçu depuis que nous sommes nés, que l'Afrique c'est un continent pauvre. Il y a la misère, il y a la sorcellerie, il y a tout.